La Grande Peur est en partie irraisonnée. D'ailleurs, dans certaines provinces, elle se déclenche avant même qu'on ait appris les événements du 14 juillet. Mais elle est aussi bien réelle et organisée. Tous les représentants de l'autorité du roi sont en danger. C'est pourquoi Louis XVI demande à son plus jeune frère, le comte d'Artois, de prendre le chemin de l'exil. Ce qui donne le signal de l'émigration, qui d'ailleurs avait commencé en réalité avant même la réunion des États généraux. Et bien souvent on émigre pour sauver sa vie. Le premier souci du roi, c'est de ramener le calme, et d'abord de ramener le calme à Paris si c'est possible. Et à cette fin, le 29 juillet, le roi rappelle Necker, le chéri des philosophes. Entre-temps, je rappelle que son successeur Foulon avait été massacré le 27 juillet. Mais il faut aussi apaiser la peur dans les campagnes. Et pour cela, le duc d'Aiguillon, qui est l'un des plus grands propriétaires terriens du pays, qui appartient à la famille de Vignerot du Plessis, et le vicomte de Noailles proposèrent à l'Assemblée l'abandon volontaire de tous les droits seigneuriaux, ceux qui étaient consignés dans les terriers auxquels les paysans s'étaient attaqués. L'abandon des droits seigneuriaux, c'est un pas vers cette égalité chérie à laquelle on aspire. Si bien qu'entraînés par leur élan et leur enthousiasme, les représentants des corps privilégiés montèrent les uns après les autres à la tribune pour abandonner leurs privilèges. La noblesse, mais aussi le clergé, la magistrature, les villes, les provinces, les corporations, tous renoncèrent à leurs privilèges, c'est-à-dire aux bornes qui étaient mises au pouvoir du roi, et au pouvoir quel qu'il soit d'ailleurs. Et la séance se termina tard dans la nuit du 4 août 1789. Et au réveil, on s'aperçut qu'il ne restait plus de droits. Tous les droits qui étaient le fondement de l'ancienne société avaient disparu. Et on n'avait toujours pas de constitution, ni non plus de droit pour servir de fondement à cette constitution. Donc au lendemain de la nuit du 4 août, l'Assemblée décida de faire en un jour ce qui avait mis des siècles à être fait. Elle vota la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration devait servir de préambule à la Constitution, puisqu'il s'agit d'une assemblée constituante. Elle limitait la pétition des droits de 1628 que le Parlement avait adressée à Charles Ier Stuart. Mais cette pétition des droits était faite pour opposer au roi des droits réels. Or, ces droits réels qui existaient en France viennent d'être abolis dans cette folle nuit du 4 août. On les remplaça donc par des droits généraux, universels, abstraits, extrêmement jolis quand on en cause dans les salons et les cafés. Il y a la souveraineté de la nation, l'égalité des citoyens, la liberté individuelle, la liberté de pensée et d'expression, et le caractère sacré de la propriété. Mais tous ces droits ainsi que leurs conditions d'exercice ne sont pas définis. En réalité, ils sont même définis par le pouvoir, puisque cette déclaration elle-même dit que ces droits seront exercés dans les conditions prévues par la loi. Mais ce qui n'est pas dit dans cette déclaration, c'est qu'est-ce qu'une loi, et qui va écrire ces lois. De bien graves questions, mais auxquelles on n'a pas pensé. Quant au roi, il hésitait à sanctionner, c'est-à-dire à approuver les décrets de la nuit du 4 août. Car cette assemblée, qui n'est que constituante, prend des décrets. Et le roi n'est pas le seul à se rendre compte qu'on a pris des chemins bien dangereux. À l'Assemblée, il se forme également un parti conservateur. Ce qui est bien naturel, on doit écrire une constitution, il faut y réfléchir, il faut débattre. Oui, mais si on débat, on finit par réformer, et si on réforme, on ne fait pas la révolution. Il faudrait donc empêcher l'Assemblée de débattre librement, ainsi que le roi de gouverner librement. Les événements des journées d'octobre vont servir ce but. Le désordre et la peur n'ont en rien amélioré la situation économique qui était difficile en 1789. Et en particulier à Paris, l'approvisionnement reste difficile. Or, ventre affamé n'a pas d'oreille. Mais quelquefois, il écoute quand même les démagogues. Et ceux-ci accusent les accapareurs. On désigne ainsi n'importe quel adversaire de la Révolution. Ces accapareurs sont censés garder pour eux le grain au lieu de le vendre, ce qui fait monter les prix. Tout cela est absurde, car si le grain est cher, ceux qui l'ont le vendent. Ils en profitent pour le vendre cher, ils n'attendent pas que les prix redescendent. Mais tout le monde ne raisonne pas ainsi. Si bien que le 5 octobre 1789, une troupe de femmes de la Halle, en réalité la plupart sont des hommes déguisés en femmes. Donc cette troupe de femmes, rasées de plus ou moins près, marche sur Versailles pour réclamer au boulanger, à la boulangère et au petit mitron, c'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin, c'est ainsi qu'on les désigne. C'est de la propagande, bien entendu. On fait semblant d'aimer tellement le roi, mais c'est une opération dirigée contre lui et fort bien conçue. Tout cela est très poétique, néanmoins, toute cette troupe de dames est rejointe en cours de route par des gardes nationaux qui ont pris soin de se munir de canons. Et à Versailles, les soldats accueillent cette troupe pittoresque avec sympathie et fraternisent avec elle. Et le roi en reçoit une délégation. Il promet de sanctionner, c'est-à-dire d'approuver les décisions de l'Assemblée, la nuit du 4 août, la Déclaration des droits de l'homme. Et il promet de donner des vivres. Et la foule calmée couche sur place. Mais au matin du 6 octobre 1789, cette foule est rejointe par une bande de brigands, c'est-à-dire des sans-culottes. Et ceux-ci forcent l'entrée du château, massacrent quelques gardes et parviennent jusqu'aux appartements de la reine. Celle-ci parvint à s'échapper, mais de justesse. La garde nationale est présente, c'est Lafayette qui en est le chef. Il parvint à faire évacuer le palais.
Mais la foule assemblée dans la cour ne réclame plus du pain, elle réclame que le roi se rende à Paris. Paris qui n'est même plus en état d'insurrection, mais en état de sécession, avec une commune insurrectionnelle, et 48 000 gardes nationaux, et des murs tout autour. Mais le roi se rend en effet à Paris, et le soir même, il s'installe au palais des Tuileries. Quant à l'Assemblée, elle s'installe dans le manège des Tuileries tout à côté. Les uns et les autres sont désormais sous la garde vigilante des sans-culottes, des gardes nationaux et autres sympathiques personnages.